Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Dans cette série sur le contrôle coercitif, nous avons abordé les notions de droit, de santé de l'adulte, les violences économiques, l'emprise, la sociologie avec les tactiques des auteurs et les mécanismes d'occultation des auteurs en justice, l'enfant dans le contrôle coercitif, la parentalité et la clinique du lien. Anasio pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet, avec du contenu pour sensibiliser et informer. Dans un contexte de changement de paradigme, il apparaît intéressant de revenir sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales et en particulier du contrôle coercitif. Après avoir couvert le sujet avec le juge François Lavallière, nous avons le plaisir de vous partager l'interview réalisée avec Maître Clotilde Lepetit. Maître Clotilde Lepetit va nous donner une vision terrain du sujet en tant qu'avocate. Madame Clotilde Lepetit est avocate pénaliste depuis 25 ans et cofondatrice du réseau d'avocats 95 Raspail. Elle a une bonne connaissance également des enfants, ayant été institutrice auparavant. Engagée depuis plus de 20 ans en matière de violences faites aux femmes, elle prend en charge des contentieux familiaux, très souvent liés et intermêlés à un contentieux pénal. Elle a longtemps été l'avocate d'auteur, comme ancien secrétaire de la conférence, où elle était commise d'office en défense en matière criminelle. Ceci l'aide à défendre encore mieux les victimes avec une forme de répondant nécessaire pour faire face à la violence des audiences et parfois de la défense. Elle est aussi membre du collège thématique sur le contrôle coercitif à la Cour de cassation. Enfin, elle est au Conseil national des barreaux, actuellement membre de la commission formation et de la commission liberté et droits de l'homme. Dans ce podcast, nous aborderons tout d'abord à nouveau une définition du contrôle coercitif avec quelques exemples de situations pour illustrer. Ensuite, nous verrons les difficultés et opportunités en justice sur ce sujet en tant qu'avocat. Enfin, Anasio pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Comment défendre le meilleur intérêt de l'enfant? Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Madame Lepetit. Bonjour. L'objectif, c'est en effet d'échanger sur le contrôle coercitif et d'avoir votre vision du terrain en tant qu'avocate et avocate pénaliste. Et ce que je vous propose peut-être, c'est pour les auditeurs, ça peut toujours être intéressant de commencer par redonner une définition du contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, c'est une notion qui est issue de la sociologie en réalité et qui n'avait pas d'ailleurs été au départ identifiée au sein des couples qui venaient des situations de prisonniers de guerre ou de personnes qui subissaient des régimes politiques dictatoriaux. Voilà. Mais on avait identifié un certain nombre de petites micro-régulations portées sur des gens qui faisaient que ces derniers n'étaient pas libres en réalité dans leur vie de tous les jours, dans leur expression et subissaient une contrainte. Et cette approche sociologique, elle a été identifiée et elle a été conscientisée dans ce qui peut se réaliser au sein d'un couple, très souvent, au sein de nos sociétés, d'ailleurs, en réalité très, très, très patriarcales. Voilà. Et donc, il s'agit tout à coup de réaliser intellectuellement une forme de violence en réalité au sein des couples qui n'est pas centrée sur des agressions physiques ou des événements isolés pénalement répréhensibles et faciles à identifier tels qu'on les connaît, hein, mais qui tout à coup se pose la question en réalité, plutôt que de la sécurité, de l'égalité en termes de dignité ou de l'égalité en termes d'exercice de ses droits et de ses libertés. Donc, en fait, au sein d'un couple, il faudrait partir du postulat qu'on est égaux en dignité, qu'on est égaux en expression d'opinion, de choix, de consentement, qu'on est égaux en vie sociale et professionnelle et qu'on est égaux dans son autonomie financière, dans sa liberté d'aller et venir, etc. Et si on part de ce postulat-là, c'est-à-dire si tout à coup on pense le couple à travers ce nouveau paradigme en réalité, eh bien, on réalise que bon nombre de couples au sein desquels
existent des violences familiales, des violences intrafamiliales et des violences conjugales, révèle un schéma en fait global de contrôle qui est mis en place au quotidien par l'un des conjoints sur l'autre, très souvent un homme sur une femme, on va être clair, au travers d'un ensemble ou d'un continuum de petits actes répétés qui en réalité révèlent et conduisent à une contrainte sur la victime et donc à sa privation de liberté dans sa vie quotidienne. Et ça, ce serait le contrôle coercitif. Donc, dans votre définition, un point très important, c'est qu'il convient de partir sur un postulat, celui de l'égalité dans le couple, en termes d'exercice de ses droits et libertés. Et donc de penser le couple à travers ce nouveau paradigme, celui de l'égalité, à l'opposé d'un schéma global de contrôle au quotidien. Et on revient sur cette notion de contrôle coercitif où il s'agit d'un continuum d'actes et une accumulation de micro-régulations engendrant un schéma global de contrainte et de domination. Très bien. Et du coup, par rapport à ce que vous disiez, au sein du couple, cette absence d'égalité et cette asymétrie qui caractérise la violence. Voilà, mais c'est une asymétrie qui se révèle sur un continuum d'actes et qui, en fait, c'est l'accumulation de tout un tas de micro contraintes, de micro régulations que se révèle en réalité un schéma global de contraintes et de domination et qui crée d'ailleurs souvent un climat de peur. C'est intéressant parce que ça pousse la réflexion des violences intrafamiliales encore plus loin que celle qui est déjà menée au travers des infractions pénales déjà existantes et qui sanctionnent évidemment les atteintes à l'intégrité psychique ou physique de l'autre, puisque ça, c'est des limites qu'on ne doit pas franchir. Ça y est, il y a une acception un peu commune et claire de ça, enfin, en tout cas dans la pensée, dans le langage commun et au terme de la loi. Mais là, on se pose la question de la possibilité au sein du couple de faire ses choix et d'être égaux. Merci pour cette définition. Auriez-vous des exemples, s'il vous plaît? Des exemples de la vie quotidienne, par exemple, contrôler la façon, de s'habiller de l'autre. Tu vas pas mettre cette jupe, tu peux pas sortir avec un décolleté de la sorte. Les couleurs sont beaucoup trop voyantes. Tu cherches à te faire remarquer. Si ça, c'est répété, voilà. Par exemple, le contrôle des déplacements, de l'autre. Je te chronomètre, sur ton temps de trajet, par exemple, entre, ton travail et la maison pour savoir, si tu as pas perdu de temps, si tu as pas pris un verre, à côté avec quelqu'un d'autre ou si tu as pas traîné, voilà. Par exemple, je te géolocalise avec les applications, d'aujourd'hui et le numérique, dans lequel le monde numérique dans lequel on vit, il y a des moyens, tout à fait concrets de pouvoir, géolocaliser son autre. Par exemple, je mesure, je contrôle tes fréquentations, tes amis, je vérifie tes contacts sur ton portable et ta messagerie. Tu me donnes accès à tes codes pour que je puisse savoir, et d'ailleurs si tu le fais pas, ça veut dire que, probablement tu as quelque chose à me cacher. Probablement, tu me fais pas confiance. Tu sais très bien que je suis malheureux, tu sais très bien, que j'ai eu une enfance difficile, tu sais très bien que j'ai été insécurisé. Si tu me fais confiance et s'il y a pas de raison que tu me donnes pas, accès, à tout, puisque, sinon c'est que tu m'aimes pas pour de vrai. Vous voyez, tout ça au nom par ailleurs, parfois, soit de la douleur, d'avant, soit d'une espèce de prétendu amour, qui, forcerait, toutes les intimités en fait. D'accord. Et qui forcerait toute la transparence, mais qui n'aurait d'ailleurs qu'un sens, hein, Oui, en c'est ça. général. Sans Voilà, réciprocité voilà. possible. C'est, aussi, bah, non, tu vas pas travailler ou alors tu vas travailler qu'à mi-temps parce que sinon c'est pas possible, ou je contrôle tes dépenses, et je vérifie, ce que tu as acheté, comment, pourquoi, ou je ne te donne pas, les cartes bancaires, du conjoint ou je ne t'en donne ni les codes, ni les, codes d'accès à l'application. Enfin, voilà, toutes ces petites choses. Alors là, je vous parle de ces petites choses qui ont l'air de rien. Le contrôle Oui, coercitif, ça peut aller en fait, jusqu'au crime, hein, oui, et puis là, bon, voilà, mais très souvent, ça préfigure et ça annonce, d'autres violences. Et c'est tout aussi, intolérable en réalité, donc ça mérite d'être tout à fait sanctionné, à mon sens en tout cas. mmh, D'abord, ne serait-ce que parce que si c'est sanctionné, c'est dit comme tel
Et donc, c'est conscientisé par la population et par les citoyens. Mais en plus, je pense que c'est vraiment une façon de prévenir les violences plus graves et les crimes plus graves qui sont complètement englobés dans ce contrôle coercitif. Je parle Oui. des féminicides, par exemple. C'est souvent la logique de ce que l'autre vous appartient. Au nom de l'amour, tu m'appartiens. Oui, vous soulevez un point important. Ces micro-régulations préfigurent et annoncent d'autres violences qui peuvent aller jusqu'au crime, c'est-à-dire jusqu'au féminicide. Et vous soulignez l'importance de sanctionner le contrôle coercitif, non seulement pour aider à la prise de conscience, mais également pour prévenir des formes de violence plus graves qui sont englobées, comme celle du féminicide. Ok, merci pour tous ces exemples. Si on en vient à la situation en justice, on va commencer par quelles sont les difficultés, les opportunités en justice. Ce que je trouve intéressant, en tout cas, dans cette notion, c'est que ça permet une focale, en fait, sur les agissements de l'auteur Oui, et non sur l'état psychique dans lequel serait la victime. Et là, je mets le contrôle coercitif en regard de l'emprise, qui à la fois est parfois mentionné dans des textes de droit, mais qui néanmoins n'est pas vraiment défini et qui pose plein de questions parce que c'est très diffus, c'est très psychologisant, c'est difficile à prouver l'intérieur de soi. Voilà. Là, ce qui est chouette dans cette notion de contrôle coercitif, c'est que c'est objectivable. Parce que tout ce que je vous raconte là, ça peut être objectivé au travers de SMS, de WhatsApp. La géolocalisation, elle peut se prendre en flagrant délit. Voyez, voilà, des appels réguliers, des interdictions d'accès aux comptes, etc. C'est objectivable. Donc, il y a une capacité de preuve peut-être plus large que celle de l'emprise, et par ailleurs une objectivation, pardon pour oui. l'invention du mot, mais qui est plus sécurisante, en tout cas, je trouve, d'un point de vue judiciaire, et qui matérialise les choses et les contraintes. Donc, c'est assez fort, je trouve, devant les juridictions, notamment puisqu'il s'agit de présomption d'innocence, etc., en matière pénale. Donc, on colle un peu mieux avec les grands principes du droit, je trouve, D'accord. avec cette notion. Et puis, ça permet à nous, les avocats, de venir contextualiser ou mettre en perspective des violences, soit devant le juge civil, pour que celui-ci prenne un certain nombre de décisions en matière d'autorité parentale, par exemple, ou vis-à-vis des enfants, soit devant le juge pénal, parfois pour dire que c'est encore plus grave que la gifle qui est à juger, que parfois ça vient tout simplement venir caractériser la contrainte, notamment sexuelle, et donc le viol, que parfois, vous voyez, ça permet de soit caractériser des infractions, soit les contextualiser pour que le juge en prenne la mesure réelle et exhaustive. C'est-à-dire, en fait, le juge, à ce moment-là, est en situation d'appréhender un terrain dans sa réalité et dans sa plus grande et large dimension, et donc de rendre une décision peut-être plus appropriée, plus juste et plus sécurisante pour l'avenir. Parce que quand un juge rend une décision, qu'elle soit au pénal ou au civil, c'est pour essayer de penser un peu mieux demain quand même, face à Mhm. une situation pénible. Et donc, penser mieux demain, c'est être au plus juste quand même du terrain et de la réalité. Voilà. Quand on sait qu'il y a une situation de contrôle coercitif, je pense au film Jusqu'à la garde, Oui. eh ben, si le juge mesure cette situation de contrôle coercitif, il va rendre des décisions de justice en matière de garde et d'alternance et poser euh, une logistique qui mettra en sécurité la femme, par Oui. exemple. Parfait, merci beaucoup. Une focale sur les agissements de l'auteur et non sur l'état psychique de la victime. Oui, Et vous faisiez en effet référence au distinguo contrôle coercitif versus emprise. Et je tout à fait. renvoie au podcast réalisé avec Yvonne Muller Ah où ben voilà. on a abordé en effet cette notion. Et donc, le contrôle coercitif permet également d'avoir des critères objectivables. Alors, est-ce Exactement. qu'on peut revenir là-dessus et quels seraient les critères objectivables disponibles pour évoquer le Ben, tout coercitif? ce qui vient
permettre de démontrer et de matérialiser les agissements coercitifs, D'accord. c'est-à-dire parfois, malheureusement, un certain nombre d'enregistrements. C'est triste, hein, on en est là dans ce monde-là. Parfois des échanges SMS ou des témoignages. Parfois, juste, ça peut être un constat d'huissier, mais ça peut être aussi la démonstration de la mise en place d'une géolocalisation. D'ailleurs, les enquêteurs, ça les intéresse, hein, les enquêteurs de police, la notion de contrôle coercitif, parce que très souvent, comme ils ne sont pas saisis de cette donnée qui n'est pas encore une infraction, ils ne peuvent pas tellement aller chercher sur ces questions-là. Mais si l'infraction existait en tant que telle, peut-être aurait-il un peu le mandat d'aller investiguer et d'aller pouvoir, par exemple, constater un traceur qui a été mis sur le véhicule de madame. Vous voyez, c'est très souvent ça, hein, l'épreuve. C'est pas tellement mieux. C'est toutes les preuves périphériques de la sphère intime, hein. Ça peut être le fait qu'elle s'est confiée à un médecin au fur et à mesure. Par exemple, parfois vous avez des conjoints qui accompagnent leur femme chez le médecin Oui, et qui les attendent à la sortie pour être bien sûr, voilà, voire qui veulent parfois assister au au rendez-vous. rendez-vous. Bon, bah, ça peut être un médecin qui note tout ce qui est dit par la patiente ou qui note une situation de fait, c'est-à-dire que le mari est toujours là et qui pourra en témoigner pour caractériser justement ce dont plus tard elle sera en mesure de se plaindre Oui. quand elle en trouvera la force. Ça peut être toutes ces petites choses-là de la vie quotidienne. Donc, en général, moi, ce que je fais quand je rencontre une victime de contrôle coercitif ou de violence intrafamiliale, je lui demande de me décrire sa vie très ordinaire. Et à travers son ordinaire, il y a toujours de quoi cranter des petits éléments de preuve avec des témoignages des travailleurs sociaux, des témoignages de professeurs ou des établissements scolaires. Alors parfois, ils ont un peu peur de témoigner justement parce qu'ils veulent pas être pris dans les conflits. Mais enfin, si c'est très juste objectif ou factuel, ça peut suffire, vous voyez, sans avoir à Oui, y mettre le moindre jugement ou la moindre oui. subjectivité. Voilà, je me sers de tous ces petits éléments de preuve pour venir démontrer à quel point ma cliente est dans sa vie ordinaire et quotidienne, dans un climat de peur, dans un climat de soumission et atteinte dans ses droits de citoyenne normale en réalité et de femme normale. Oui, oui. Donc, des éléments de preuve. Donc, vous citiez les enregistrements, les échanges SMS, peut-être mail, des Voilà. captures d'écran, les géolocalisations, voire les traceurs sur les véhicules et toutes les preuves périphériques qui Mhm. vont permettre d'illustrer et de caractériser un contrôle et qui vont permettre aussi de caractériser que la victime puisse être dans un climat de peur et dans un climat de soumission. Donc, caractériser potentiellement également une infraction, vous disiez un peu plus tôt, voire sinon contextualiser les choses. Voilà, la contextualiser pour qu'elle soit prise dans sa très juste dimension, c'est-à-dire que c'est pas une gifle isolée que monsieur regrette et qui est sortie toute seule parce qu'il a eu un débordement. C'est en fait la résultante d'un schéma qui est là tous les jours et qui a l'air invisible, voire un peu froid, une espèce de violence froide et invisible qui s'identifie pas, mais qui est terrorisante et qui en réalité fait plus de mal que la gifle elle-même. Exactement. D'accord, très bien. Et donc tous ces éléments pour permettre, comme vous disiez, au juge d'être en situation d'appréhender le terrain, le juge civil, le juge pénal. Alors si on zoome un peu plus là-dessus, Ouais. quelles sont les Ben, difficultés que par vous pouvez exemple, rencontrer? alors, la difficulté, c'est que, en fait, comme la notion n'existe pas dans les Oui, textes, elle est aléatoirement maniée et prise en compte par les magistrats selon le territoire. Et donc, il n'y a pas tout à fait une égalité de traitement des justiciables sur la notion. Si bien que vous avez des magistrats qui, soit au contraire, sont très sensibles et très formés à la notion et qui vont vraiment l'appréhender et la saisir et du coup, soit aggraver une peine, soit placer en détention provisoire sur la motivation de cette notion, soit au civil prononcer une ordonnance de protection, voilà, ou même prendre des mesures en matière d'autorité parentale, voilà. Mais vous avez des magistrats qui vont dire: «Je ne suis pas saisi de ces faits. J'ai une saisine in rem, je suis saisi de telle date et de tel fait et donc le reste ne m'intéresse pas, je n'y ai pas droit. J'ai
une prévention qui est d'avoir porté une gifle tel jour sur tel lieu, point barre. D'accord. Et puis des magistrats qui ne sont pas assez formés à ces termes-là et qui, par ailleurs, comme en plus ils sont un peu employés parfois dans tous les sens d'un point de vue médiatique, mais même parfois d'un point de vue politique, avec des définitions qui ne sont pas très claires, les magistrats ont peur d'utiliser des notions qui ne sont pas définies et qui ne sont pas dans le droit, et donc d'outrepasser leurs devoirs aussi. Ça peut être aussi la sagesse d'un magistrat parfois. Donc c'est la difficulté pour nous d'une forme d'insécurité dans la façon dont ça va être reçu ou appréhendé par les magistrats. Oui, et du coup, vous évoquiez le caractère aléatoire de la prise en compte de la notion, Oui, d'un point de vue territoire. oui, d'un point Et de vue territoire et puis d'un point de vue définition. mmh, C'est-à-dire qu'il y a des magistrats qui confondent ça avec le harcèlement moral, et qui voient pas que c'est en réalité, une notion très englobante. Ça englobe la gifle, ça englobe jusqu'au féminicide, en fait. Enfin, je veux dire, c'est, le défaut de définition, claire et crantée, par un texte, ne sécurise pas, l'intelligence des acteurs de droit et donc la réception, l'appréhension et une égale, application de la notion sur un territoire, français. tout à fait, Voilà. d'accord. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on peut quand même, heureusement, on a de la jurisprudence, on a les arrêts de la cour d'appel de Oui, Poitiers, on a plein de jurisprudence quand même, désormais, mais même la cour de Strasbourg et cetera. Donc on a quand même de quoi, fonder nos écritures et développer nos écritures. Donc, voilà, c'est en friche, et plus on le fait, plus ils s'y habitueront. Vous voyez? Pour reprendre la citation de René Char: «À te regarder, ils s'habitueront». C'est-à-dire qu'en fait, on force un peu quand même au travers d'une application, et à remuer la notion, à l'écrire, à la faire vivre, à la plaider et voilà et les magistrats à s'en emparer à certains endroits désormais, on est en train de faire naître, quelque chose quand même. Voilà, il y a c'est un ça. essor, on est en mouvement, voilà. Oui. Donc on est dans le déséquilibre des premiers mouvements, mais il y a un mouvement, qui se fait et qui, à mon sens, devrait au fur et à mesure, de ces applications, aboutir à un texte. C'est ça. Oui, avec, dans les opportunités, clairement, le besoin d'un texte pour pouvoir, vraiment appréhender de manière, précise la notion et quel que soit le magistrat et donc les difficultés sous-jacentes, peut-être on peut en parler. Ça avait été également évoqué dans le podcast, réalisé avec Agathe Guillaume, juriste. C'est qu'on peut arriver à des prismes, du type, bien qu'il y ait tel et tel type de violence et des violences caractérisées. Au civil, on va quand même sur, de la résidence alternée. Oui, oui. La notion de, et vous allez me dire, hein, ce que vous en pensez, la notion de: «Il faut à tout prix, maintenir le lien». Mais c'est-à-dire que grand nombre de magistrats sont encore, très enclins à considérer qu'un mari violent n'est pas un mauvais père. Ça nécessite encore du travail, dans la culture et dans le langage, commun juridictionnel, auprès de certaines juridictions, j'entends, hein, pas toutes, hein, Oui, oui, ça oui. fait son œuvre, hein, il y a beaucoup de progrès, mais je veux dire, voilà, il y a encore, des magistrats qui considèrent qu'un mari violent n'est pas un mauvais père et que par ailleurs, on met un peu parfois, les enfants, sous une espèce d'aliénation, parentale, qui du coup, voilà, heu serait juste le faire-valoir d'un discours, féministe, anti-homme, vous voyez? Parfois, certains magistrats vont dire: «Ah ça va, c'est bon, moi non plus, je fais pas mes déclarations d'impôts, j'ai pas mes accès à mes comptes bancaires, c'est bon quoi, c'est pas de l'inégalité, moi franchement ça m'arrange bien parce que j'ai pas envie de m'occuper de ça, hein», voilà. Oui, mais en fait, encore une fois, la question elle est pas d'un acte pris isolément parce qu'en fait, on n'est pas dans des discours, fous, et hors dimension, raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, parfois on pourrait être taxé d'une forme alors j'aime pas du tout ce mot hystérie dans lequel il y a utérus justement, mais dans le dans le sens profond du mot, mais justement d'exagération, un peu de grandiloquence, de dogmatisme féministe qui manquerait de raisonnabilité. Là aussi, Mmh. j'invente un mot. En tout cas, voilà, c'est en réalité, ce contrôle coercitif, en ce sens, il est si raisonnable que justement il exprime
il exige un continuum d'actes et une répétition d'agissements qui, pris isolément, caractériserait une répartition des rôles un peu classique, voire, vous voyez, conventionnelle au sein d'un couple hétérosexuel. Je veux dire, le conflit n'est pas du contrôle coercitif, vous voyez. Enfin, je veux dire, on est dans l'absence de capacité de l'un des deux à pouvoir s'exprimer à égalité avec l'autre. Tout à fait, Oui, dans un rapport inégal, oui. OK, voilà. merci. Alors on était sur, les difficultés, est-ce que vous en voyez d'autres? Les Que difficultés, elles sont toujours évidemment celles de la preuve quand même. D'abord, la difficulté, c'est parfois pour la cliente elle-même d'identifier la situation. Déjà, quand elles sont victimes de violences telles que les textes les répriment oui, aujourd'hui, elles ont du mal à les identifier. Ah non, mais moi, c'est pas pareil. Ah oui, mais lui, bon, il a eu une enfance difficile. Non, mais bon, cette claque-là, oui, mais c'est bon, les claques des autres, c'est des vraies claques, mais pas la mienne. Voilà. Bon. mmh, Donc déjà, il y a une difficulté à se reconnaître dans des schémas de violence dénoncés et réprimés par les textes. Mais alors là, la difficulté, elle est encore plus grande parce elle s'est diffusée au fur et à mesure, comme ça, sans s'annoncer, de la vie quotidienne, vous voyez. Elle est venue un peu en transparence, invisible, se cranter dans un ordinaire auquel par ailleurs on s'est si accoutumé qu'on l'a moins questionné. Vous voyez? C'est comme d'avoir le nez sur un tableau, ben on voit plus le tableau. c'est ça et c'est vrai que dans un podcast réalisé sur l'emprise met du temps, elle est insidieuse et Oui, il y a besoin de ce temps de la déprise et ce temps de la prise de conscience, exactement. en fait. Tant Voilà. qu'il y a pas de prise de Ouais, conscience, ouais, OK, exactement et du coup, parfois les clientes, ont du mal à accepter même le schéma dans d'accord. lequel elles se sont senties elles-mêmes complices. Parce qu'elles ont la culpabilité des victimes, en fait, qui est de s'être senties complices puisqu'elles se disent: «Mais on a été 2 à danser». Donc en réalité, j'ai accepté qu'ils prennent mes codes, j'ai accepté qu'ils regardent mes contacts, pour, le rassurer. J'ai accepté, qu'ils me chronomètrent, pour le rassurer aussi tellement je le voyais malheureux. Donc elles se sentent complètement, dissonantes avec le fait de tout à coup dénoncer qu'elles avaient accepté, mais parce qu'elles n'ont pas encore mesuré la contrainte qui avait été mise en place. Donc c'est difficile, déjà à identifier et une fois que c'est identifié et qu'on arrête de normaliser une situation qui ne l'est pas, eh bien, il faut le prouver. D'accord, ouais. Donc pour revenir sur vos 2 points, donc il y Voilà, a la difficulté de la preuve et puis la difficulté pour la victime d'identifier, de conscientiser la situation. exactement et de l'intérêt des définitions parce que parfois quand on offre à une femme victime une définition et que celle-ci est consacrée dans un texte comme faisant partie du contrat social, en fait, des valeurs qui nous lient pour faire Oui, société, eh bien, en fait, c'est comme un rempart intellectuel. Si vous rentrez dans la définition, vous rentrez dans la définition. Vous voyez, ça vous force un peu à dire, bah, en fait, oui, j'y suis. Et donc à reconnaître, à vous reconnaître que vous êtes victime d'une situation qui n'est pas acceptable. Vous voyez. mmh, Et ça, quand c'est le langage commun qui vous le dit et pas juste, votre meilleure copine ou même votre oui, avocat qui est très complaisante avec vous parce qu'elle est dans votre intérêt, donc c'est pas pareil, ça a pas la même valeur et cetera. Là, c'est juste la loi. Je lui dis: «C'est pas moi qui vous dis que vous êtes oui. victime madame, c'est la loi». Vous voyez? Et donc c'est important je trouve, le texte. Oui, donc dans les opportunités, face aux difficultés, il peut y avoir quand même des opportunités. Donc il y a ce besoin d'avoir une loi qui, Mmh. représenterait un vrai rempart intellectuel avec une vraie définition. Vous disiez les jurisprudences déjà en place, hein, qui sont également des opportunités Oui, pour pouvoir, s'appuyer sur des textes et tout à fait. défendre, Bah, on les cite, ces oui, jurisprudences, la cour d'appel, de de Poitiers, Poitiers. hein, Mmh, voilà, la cour de Strasbourg, qui donne, des définitions aussi. On les cite, ce qui donne, une forme, d'expertise et d'assise quand même à nos écritures ou à nos prétentions. Et qui fait qu'on sort pas de nulle part comme ça, voilà, ça nous ouais. crédibilise un peu. Donc vraiment, c'est déjà un 1er tremplin à la notion et puis on a quand même, effectivement quand même de plus en plus de décisions, en tout cas des ordonnances de protection qui sont délivrées sur la base d'une contrainte coercitive qui viendrait caractériser le danger requis par les textes.
c'est important, quoi. Ça fait son œuvre quand même. Et ne serait-ce qu'un podcast comme le vôtre, qui diffuse la notion et qui la fait vivre et qui la partage, ben, ça participe. Merci. Alors, Un nation pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Comment défendre le meilleur intérêt de l'enfant victime? À l'école déjà. C'est peut-être l'ancienne institutrice qui parle là. En fait, tous les intervenants auprès de l'enfance Oui. doivent participer à, à propulser une culture de l'égalité au sein du couple. C'est-à-dire que la justice, d'une certaine façon, elle arrive déjà un peu trop tard. Le mal est fait. La justice, elle vient penser mieux demain sur un mal malheureusement déjà fait. Donc on fait au mieux du mal déjà commis, mais c'est déjà un peu irréversible et la justice n'a que ses moyens humains pour penser mieux demain. Elle est évidemment nécessaire et impérieuse à ce moment-là. Mmh. Mais si dès le départ, les enfants sont formés à l'égalité, c'est-à-dire qu'au sein du couple, on doit pouvoir, même quand on s'engueule, s'exprimer à égalité. Au sein du couple, on doit pouvoir voter selon ses choix. On doit pouvoir se déplacer là où on veut et librement. On doit pouvoir avoir les activités que l'on souhaite et s'habiller de la façon que l'on souhaite. On doit pouvoir travailler si on en a envie. Mmh. Voyez, bon, j'arrête de faire cette liste-là, mais et puis très souvent, les enfants qui vivent dans un climat de violence intrafamiliale, surtout dans des climats de contrôle coercitif, qui parfois sont pas si faciles à appréhender pour les raisons Oui. que je venais de vous exposer avant, puisque c'est une espèce de violence diffuse, un peu froide, qui crée un climat de peur. On a des enfants qui n'identifient pas la difficulté, mais qui vivent avec de la peur et de l'insécurité, et avec en plus des discours parfois un peu patriarcaux violents, qui viennent légitimer sous prétexte d'une autorité ou d'une valeur supérieure, masculine ou autre, quelque chose qui fait peur. Donc il y a une dissonance et c'est très insécurisant pour les enfants. Donc moi, je considère que déjà, si on mettait des mots sur l'égalité, sur les violences, sur ce qui est acceptable, sur ce qui ne l'est pas, les mots, ça permet aux enfants d'être d'étayer parfois des ressentis, d'étayer des compréhensions diffuses et donc de les accompagner et d'offrir des armes. Voilà. Ensuite, faire beaucoup de prévention autour des enfants, c'est-à-dire exprimer et dire, prévenir, alerter et dire auprès des enfants les interdits des adultes vis-à-vis d'eux. Mmh. Vous voyez. Les interdits en matière de sexualité, hein, d'abus de leur corps, les interdits en matière de violence. La violence n'est ni une possibilité éducative, ni une possibilité d'amour. C'est pas possible en fait. Oui. Et une fois qu'ils comprennent ça, ils sont déjà un peu armés. On a tous besoin de ces remparts-là. Donc ça, c'est à mon avis un des premiers outils que celui de l'éducation à l'égalité en matière de dignité en fait au sein d'une famille, voilà. Après, mesurer aussi ce que les enfants ont parfois de paroles, en fait, les enfants, ils ont 2 choses qui sont fragiles, au-delà de leur petite taille et de leur, compréhension du monde en formation. Ils ont psychologiquement, ils ont comme par principe, tendance à considérer qu'ils sont responsables de ce qui leur arrive. Oui. Donc peut-être aussi parfois déculpabiliser l'enfant Mmh. quand il y a des situations de violence, parce qu'ils sont, pris par l'amour qu'ils ont pour leurs parents, et ils se retrouvent en conflit, parfois de loyauté. Peut-être les déresponsabiliser. Ce qui leur arrive n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait, Mmh. voilà. Et peut-être aussi, leur apprendre à et puis ils ont une autre tendance qui est, celle de vouloir, coller au désir de l'adulte, parfois. Coller, à l'attente de l'adulte, pour être aimés, Oui. surtout quand ils ont peur, hein, voilà. Une fois ils plaisent, ils se sentent ils ont, allez, un petit sas de sécurité et d'amour, donc voilà. Et peut-être, leur offrir des espaces de parole libre pour qu'ils aient le droit d'exprimer des ressentis, des craintes. Donc ça, c'est très formé, c'est pas très juridique ce que je vous dis, pardon.
Si, c'est très bien. Donc, vous disiez repartir sur plus l'éducation et Ouais, mettre des mots sur l'égalité et les sensibiliser à l'égalité dans le couple, ouais. faire de la prévention sur les violences et tous les types de violences. Mmh. C'est aussi les armer par rapport à tout ça. Et troisième point, faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer, leur donner un espace où ils peuvent avoir une parole libre. Mmh. Alors vous disiez, c'est pas très juridique. Je rebondis en tant qu'auditeur d'enfants parce qu'il existe l'audition d'enfants. Oui. Est-ce que vous voulez peut-être réagir par rapport à ça? Alors moi, je n'ai d'expérience que les auditions Mélanie, Oui, d'accord. en matière pénale, à la Oui, brigade des mineurs. Ce que je conseille en tout cas à certains parents qui s'inquiètent en tout cas, de la situation de leurs enfants, c'est d'aller, dans les hôpitaux. oui. Il existe des J'allais, UAPED. j'allais vous le dire. En réalité, très souvent, quand, une parole d'enfant est fragile et que des parents craignent que soit arrivé à un enfant quelque chose, soit par leur peur, soit par leur fantasme, soit par, voilà, la panique ou autre, ou l'émotion qu'ils y mettent, ils pourraient recueillir la parole, d'une certaine façon, tout en voulant faire bien, hein. C'est pas du tout forcément la culpabilisation des parents que je veux mettre, en exergue, mais en tout cas, recueillir une parole qui n'aura pas la même valeur et la même force devant une, juridiction ou dans le cadre d'une enquête, au pénal. Et je sais qu'à la brigade des mineurs, ils sont très sensibles à la façon dont les premiers mots, dont les premières paroles ont été recueillies. Hmm, Donc j'invite, tous les adultes et les parents, qui s'inquiètent, de ce qui a pu arriver à leur enfant à un moment donné ou d'une situation ou de deux trois mots qui ont été posés et qui voudraient en savoir plus, à se rendre dans les hôpitaux et dans les UAPED justement, parce que ce sont des personnes qui sont très particulièrement, formées au recueil de la parole, à la déculpabilisation de l'enfant, avec des questions plus ouvertes qui ne somment à aucune, attente et puis il y a pas l'interaction, émotionnelle et d'amour qu'on peut avoir avec le parent et donc l'attente qu'on peut lui, prêter. Donc en fait, l'enfant va répondre, en plus, selon des méthodes et va offrir une parole qui sera, peut-être moins inflammée de fantasmes et prise avec une précaution, si sérieuse et si oui, professionnelle qu'elle sera par ailleurs, beaucoup plus forte ensuite devant les services d'enquêteurs, donc ne serait-ce qu'en matière probatoire. oui. Et qu'en est-il des auditions JAF, s'il vous plaît? Sur les auditions JAF, il y a 2 choses. Un avocat d'enfant, c'est-à-dire un Oui, avocat qui n'est ni en prise avec les intérêts de la mère, ni en prise avec les intérêts du père, mais qui vient dire à un petit: oui. Il y a pas de petite parole, voilà et en réalité, moi, je vais porter ta parole et tu es là pour plaire à personne. Hmm, Voilà et voilà, un avocat d'enfant avec, ce que ça signifie, c'est-à-dire que, très souvent et ça mérite d'être, redit, il faut que l'avocat de l'enfant soit toujours le même dans les oui. différentes procédures qui accompagnent parfois l'enfant, que ce soit devant le juge des enfants, devant le juge pénal ou devant le juge des affaires familiales. Il faut que ce soit toujours le même avocat pour éviter à l'enfant d'avoir à redire, refaire, reconnecter, recréer un climat de confiance. Voilà, un enfant, il a besoin d'être mis en confiance, donc un avocat d'enfant, un seul et même avocat pour toutes les procédures. Ça Et, ça ça me paraît fondamental. et alors, en plus de ça, depuis 5 ans, c'est créé le métier d'auditeur d'enfant, dont le rôle, c'est d'être formé à l'audition de l'enfant, Mmh. au protocole NICHT. Et l'auditeur d'enfant peut intervenir en délégation du JAF. Il y a des tribunaux qui ont Oui. signé une convention. Et donc, cette audition se fait bon, dans la neutralité, dans Mmh. l'impartialité, Mmh. avec un savoir-faire en matière d'audition de l'enfant et en présence de l'avocat d'enfant, sachant que l'auditeur est là pour entendre uniquement la parole de l'enfant dans Mmh. ce qu'il a à dire, mais Mmh. pas pour le défendre. Simplement Ouais. l'entendre et restituer ce que Mmh. l'enfant a envie qu'il soit restitué. Il est possible que, cette petite distance supplémentaire avec le magistrat, puisqu'il y a une délégation, soit, un peu déculpabilisante pour l'enfant, puisqu'il est moins aux prises avec l'enjeu, décisionnel, Mmh. concernant l'autorité parentale, les droits de Oui, visite oui, et cetera et que cette question, indépendamment de la parole de l'enfant, doit rester,
une question, en tout cas une réponse de l'adulte. Oui, Ne pas donner des pouvoirs qui sont trop grands, comme des vêtements trop grands à un enfant, qu'il ne pourrait pas porter demain en réalité. tout à fait. Il faut laisser les adultes appréhender ça et donc c'est vrai que de créer un espace, d'audition, qui lui est propre, mais qui est un peu éloigné ou en tout cas distancié du lieu décisionnel, je trouve que ça a la pertinence, en visibilité pour l'enfant, de lui dire: «On va t'entendre, il y a un lieu pour ça, un lieu libre et qui n'a d'enjeu que toi et puis il y aura un autre enjeu qui sera celui, d'un litige aux affaires familiales qui sera au courant de ce qui s'est passé, mais qui va décider et donc il est moins aux prises avec la décision, donc c'est un peu moins, culpabilisant. Mmh mh. J'entendais aussi, monsieur le juge Lavallière, dire que peut-être l'audition de l'enfant, avait, plus d'intérêt lorsqu'elle était menée en amont de l'audience pour pouvoir justement être, débattue de part et d'autre, tel que cela doit se faire en audience et là encore, ça permet aussi de mettre une distance, je trouve, avec ce qu'il sera décidé puisque finalement, du coup, la parole de l'enfant est un élément à prendre en considération, mais qui ne doit pas être, un élément, dont il est exprimé qu'il est le facteur absolu, décisionnel. Très bien, merci. Est-ce que vous voyez d'autres, éléments pour, défendre le meilleur intérêt de l'enfant victime? Moi, je trouve que pour les enfants, les mots, quoi. Les mots. Mettre des mots, des tonnes de mots. Je veux Parf dire, plus on a des mots, plus on comprend, plus on s'exprime, plus on a donc les remparts psychiques et intellectuels pour affronter, les termes de l'existence, en réalité. Très bien. Voilà et Merci. pour pouvoir s'en défendre, pour pouvoir les dénoncer, pour pouvoir, analyser une situation et du coup, en sortir. OK, parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, un mot de la fin? Ce que j'aime avec, le contrôle coercitif puisque c'est le sujet, c'est que, en réalité, ça permet de lutter contre une espèce de violence froide et invisible, qui est fondue dans l'ordinaire et donc en fait, ça va vraiment plus loin en matière de lutte contre les violences intrafamiliales. C'est à la fois pertinent et sécurisant en matière juridique parce qu'en plus, ça va vers, le principe de responsabilité individuelle de l'auteur, la preuve et cetera. Tout colle avec les grands principes du droit et en même temps, c'est au plus près de la vie ordinaire et de sa violence telle qu'il faut désormais quand même la comprendre et l'appréhender puisque désormais on en a les outils en fait intellectuels, sociaux et psychologiques. Donc le droit, doit pouvoir, rattraper tout ça et puis le contrôle coercitif, en fait, ça forge des mauvais repères pour les petits et les petits, en fait, c'est le monde de demain. Oui. C'est idiot, hein, mais c'est les repères et les valeurs de demain. Les enfants qui grandissent dans la violence sont soit des enfants qui parfois la reproduisent pour ne Mmh. plus en être victimes. C'est leur façon de gérer l'angoisse d'être du côté de ceux qui la commettent. Donc en fait, il y a une question de sécurité de demain, de valeurs de demain et donc en fait de santé publique. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Ah. maître Le Merci beaucoup Petit. à vous. Merci infiniment de votre, écoute. Merci à maître Le Petit pour son témoignage et son expertise sur le sujet. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite dans une approche pluridisciplinaire. Vous pouvez retrouver le podcast Anatio, réalisé avec Marie-Cécile Drécourt de Podcast Esperluette, sur le site anatio.fr, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'écoute et sur la chaîne YouTube. À bientôt!